Bon, alors, on continue le cours d'électrocinétique. Je vous ai distribué donc des exos. Bon, vous verrez, c'est essentiellement les mêmes que l'an dernier, mais je vais peut-être rajouter un ou deux, je ne sais plus, on verra. On n'aura pas le temps de tout faire, bien évidemment. Alors, c'est bon? Ouh. Donc, hier, on a vu les condensateurs. Il faut qu'on voit les bobines. Alors, de la même façon, il s'agit d'un dipôle, c'est-à-dire il y a une entrée et une sortie. Enfin, c'est réversible en l'occurrence, hein, mais il y a donc deux pôles. Alors, on représente la bobine, comme vous savez, comme ça, et elle est caractérisée par son inductance propre, L, ça s'appelle l'inductance propre, ou inductance tout simplement. Alors ça, c'est une bobine idéale. Il peut y avoir une résistance interne, comme toujours. Donc soit, on peut la caractériser par une petite résistance interne, ou sinon on rajoute le symbole d'une résistance à côté. Donc on va considérer simplement la résistance, l'inductance pure, c'est-à-dire idéale, sans résistance interne. Ça ne pose aucune difficulté de la rajouter. Alors, quel est le fonctionnement, quelle est la caractéristique de cette inductance? Alors, on verra en électromagnétisme pourquoi il en est ainsi, mais le point clé, c'est que il y a quelque chose qui va s'opposer à la variation du courant dans l'inductance. Alors, on verra que en fait, la raison physique, je la rappelle pour ceux qui se souviennent de l'électromagnétisme, mais on la reverra, c'est que quand vous avez une bobine, tiens, en voilà une très belle. Oh. Bon, il ne sert pas à ça, hein, en l'occurrence. Hein, je pense que c'est un résistor, tout simplement. Ça, mais si vous faites passer du courant dans une bobine, du fil enroulé, ça crée un champ magnétique à l'intérieur. Si vous faites varier le courant, ça fait varier le champ magnétique. Mais le champ magnétique, ça contient de l'énergie. Enfin, il y a de l'énergie associée au champ magnétique. Donc, si vous faites varier le courant, vous allez créer un champ magnétique et donc il y a de l'énergie associée à ça, donc vous ne pouvez pas instantanément passer de « il n'y a pas de courant » à « il y a du courant », parce que vous ne pouvez pas instantanément mettre un champ magnétique là où il n'y en a pas. Il faudrait mettre d'un seul coup de l'énergie de façon discontinue. Donc il faudrait une puissance infinie. Bref, ce n'est pas possible. Donc il n'est pas possible d'avoir une discontinuité de courant lorsque vous avez une bobine comme ça. Alors, comment ça se traduit, cette induction? Parce que tout ça est lié au phénomène d'induction, d'où le nom, bien sûr, ici. Comment ça se traduit? Eh bien, simplement, si vous avez un courant, donc si j'appelle I le courant dans la bobine, si vous avez un courant I qui varie, il apparaît une tension U. Alors, dans cette convention, c'est-à-dire si I est le courant, vous prenez U dans le sens du courant. Enfin, la flèche dans l'autre sens, c'est-à-dire que, je vais le mettre explicitement, si ça c'est A et B, vous avez UAB qui est VA moins VB, la différence de potentiel entre A et B. Alors ça peut être positif ou négatif, mais vous notez UAB donc, comme ceci, avec I qui va de A vers B, eh bien on a à ce moment-là UAB qui vaut L d de IAB sur dt. Alors, si le courant augmente, UAB est positif. Si le courant diminue, UAB est négatif. Très bien, ce n'est pas un problème. En tout cas, voilà la caractéristique de ce composant qui a une inductance, donc L. Alors, les unités de l'inductance, ce sont des Henry. Un Y, je crois. Hein. Oui. Ah, oui, hein, oui. Et ça se note donc H. Alors, l'unité, vous savez, il ne faut pas mettre de majuscule, en fait, quand on se réfère à l'unité, même si ça se réfère à quelqu'un qui a une majuscule. Bon, alors maintenant, vous savez. Voilà. Un coulomb, un ampère, c'est avec une minuscule, parce que ça devient un nom commun, c'est plus la personne, même si ça vient de la personne en question. Bref. Pardon? Litre? Ah, comme symbole? Non. Oui. On m'a dit que litre, quand on écrivait litre, c'est une majuscule. Ah bon? Ah, c'est vrai qu'on voit ça.
Voilà. Ouais. Ah ouais. Ben, je ne sais pas. Voilà. OK. Donc, si vous vous rappelez ce qu'on avait pour le condensateur, hein, on avait Q égale Q, hein, Q égale CU. Donc, on avait, si on prend le courant, on avait I, alors plus ou moins suivant l'orientation, hein, qui était donc, C, c'est dQ sur dt, donc c'était C du sur dt. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu symétrique. Pour la bobine, c'est U qui est la dérivée du courant. Pour le condensateur, c'est I qui est la dérivée de la tension. Donc U qui est l'intégrale du courant au lieu d'être la dérivée du courant. D'accord. Donc, vous voyez d'ailleurs sur ces simples expressions que vous ne pouvez pas faire varier instantanément le courant dans une bobine, parce que vous auriez une tension infinie. Enfin, bon, la raison énergétique, je l'ai donnée avant, c'est que vous ne pouvez pas d'un seul coup mettre de l'énergie là où il n'y en a pas. Inversement, pour la capacité, pour le condensateur, on ne l'avait pas dit hier, mais vous ne pouvez pas faire varier instantanément la tension aux bornes d'un condensateur. Et la raison en est que, donc si je rappelle la situation du condensateur, donc si on choisit Q ici, I ici, et donc U du condensateur là, hein, donc A, B, voilà. Faire varier, vous avez donc Q égale CU, par conséquent, vous ne pouvez pas faire varier la tension instantanément parce qu'il faut amener des charges. La tension aux bornes du condensateur, c'est directement proportionnel à la charge, avec comme coefficient de proportionnalité C, enfin sur C. Donc, vous avez beau d'un seul coup brancher. Est-ce qu'on voit jusqu'où là sur l'écran, juste pour être sûr en fait? Là, on voit pas de plus. Encore. Ah, bah, c'est bien. Là? Voilà. OK. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ce qu'on a vu hier, c'est qu'on branchait d'un seul coup un condensateur. Enfin, je l'avais mis dans l'autre sens, ça n'a absolument aucune importance. On branche un condensateur sur un générateur de tension. Quand vous fermez l'interrupteur, ce n'est pas instantanément qu'il y a la tension E aux bornes de C. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait la tension E aux bornes de C, il faut amener les charges. Il faut amener la charge Q égale CE. C'est pour ça qu'on a vu que ça s'établissait progressivement. Hein, on a résolu l'équation différentielle. Vous établissez la charge progressivement et donc la tension progressivement. S'il y a un condensateur dans un circuit, la tension est forcément continue parce que les charges le sont. Vous ne pouvez pas passer de « il n'y a pas de charge » à « il y a des charges ». Il faut les amener par un courant. La situation est exactement symétrique ici. Vous ne pouvez pas instantanément faire varier le courant parce que quand il y a du courant, il y a un champ B, et donc il faut le construire petit à petit, le champ B, puisqu'il y a de l'énergie associée à ça. Oui. Quand on dit qu'on a une tension continue, ça ne devrait pas vouloir dire que la dérivée à l'origine, elle est horizontale? Or, je crois que la dérivée à l'origine, c'est taux. Non, oui, exact, mais la tension est continue, elle passe de 0 à... Donc là, ce que vous dites, c'est que la dérivée de la tension n'est pas continue. Oui, mais la tension est continue. Okay. D'accord? Ouais. OK, et là, on va voir pareil. Donc, on va voir... Donc, ça, c'était la charge du condensateur. Là, maintenant, on va voir l'établissement d'un courant dans un circuit où il y a une inductance. Donc, c'est un exercice classique, si vous voulez. Établissement du courant. Établissement d'un courant dans une bobine. Et là, à droite, on peut aller jusqu'où? Là, vous êtes trop loin. Là? Là? Des centimètres à droite et c'est bon. Donc en fait, ça, c'était pas bon, quoi. Ça, c'est bon, là? Là c'est bon. Ça, c'est très influent. Donc, établissement d'un courant dans une bobine. Donc, pareil,
on va mettre un générateur. Pour l'instant, un interrupteur ouvert, une bobine et une résistance. RL. Donc au début, il n'y a pas de courant, bien sûr. Et puis, à l'instant t égale 0, on ferme l'interrupteur. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, je vais toujours appeler E ici la tension continue. Hein. Que se passe-t-il? Bah, c'est simple, on va écrire les équations de l'électrocinétique. Donc on a, si j'appelle ça A, ça B, ça C. On a UAC qui, par là, vaut E. Et par là, vaut par ailleurs U. Alors, je vais appeler I le courant IAB comme ça, qui descend là, pourquoi pas. Donc UAC, c'est UAB plus UBC. Alors UAB, c'est donc la tension aux bornes de la bobine, comme on vient de le voir, mais c'est une conséquence des lois de l'induction, mais en tout cas c'est une définition, si vous voulez, de ce dipôle induction, enfin inductance. LDI sur DT, voilà, et puis UBC, bien sûr, c'est RI, tout simplement. Voilà, bon, ben, on a une équation du premier ordre, toujours la même. Hein. Oui? Question bête, on va plutôt mettre des U minuscules, puisqu'on est plus dans l'établissement d'un courant, donc on n'est pas en régime permanent. Oui, et alors? Moi, je me posais juste la question. Ah, bah, enfin... Parce que le fait d'utiliser des majuscules plutôt que des minuscules, moi, ça me pose souvent un peu Ah bon? un problème. Donc Ah bon? C'est quand une grandeur est fixée qu'on met une majuscule, et quand elle est... Oui, enfin, c'est une convention qui... J'ai entendu ce genre de conneries. Ah, bah, écoutez, il y a peut-être des gens qui adoptent cette convention, mais non, c'est pas du tout une convention générale. Et on n'a pas toujours le loisir de le faire. Parce que, mais bon, pourquoi pas? Enfin, c'est effectivement quelque chose qui va varier. Enfin, UAC vaut E. Non, mais... Parce que, vous voyez par exemple, hein, oui, non. Oui, celui-là, il serait majuscule et celui-là, il serait minuscule. Ouais, bon... Non, mais c'est... Enfin... Non, c'est une convention qui peut être adoptée, pourquoi pas, mais enfin, d'en faire une généralité, je pense que c'est pas utile. Non. Ok, alors... Donc voilà, à partir de t, donc à t plus petit que 0, UAC vaut 0, et à partir de t égale 0, UAC en fait ça vaut E. Donc voici l'équation d'évolution de l'intensité du courant dans le circuit, équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. La solution est totalement immédiate, donc je peux la réécrire sous forme un peu canonique. dI sur dt plus R sur L, I égale E sur L. Et je peux appeler taux L sur R. Vous voyez que ça, ici, on a un courant divisé par un temps, donc on voit immédiatement que la dimension de L sur R, c'est un temps, et ça va être justement le temps caractéristique d'établissement du courant. Donc, je définis taux comme étant L sur R, et je peux réécrire cette équation sous forme totalement canonique, dI sur dt plus I sur taux égale un truc. Voilà, et la solution de cette équation, c'est bien sûr I de t égale... Alors, la valeur asymptotique qu'on atteint, celle quand I vaut 0, quand I est constante, c'est-à-dire dI sur dt vaut 0, et donc que vaut I? Eh bien, E taux sur L. Et E taux sur L, compte tenu de taux, ça fait ça fait E sur R. Normal, hein, ça c'est la dimension, vous avez une tension divisée par une résistance. Et puis, vous l'atteignez avec un écart qui décroît exponentiellement avec l'échelle de temps tau. Donc voici la solution de l'équation différentielle donnant le courant dans le circuit.
Donc vous voyez que le courant s'établit dans le circuit de façon continue, ça ne passe pas de 0 à E sur R tout de suite. À la fin, ça va être E sur R, bien sûr, une fois que c'est établi, puisqu'il y a juste une résistance dans le circuit. Mais ça ne passe pas instantanément de 0 à E sur R, ça y va avec la loi habituelle. Donc E sur R, ça se rapproche comme ça, et donc toujours pareil, la tangente ici, ça fait tau, elle a une pente telle qu'on atteint la valeur finale à l'instant tau, et puis ben voilà. Donc le courant s'établit de cette façon-là, de la même façon que la charge s'établit progressivement quand on charge un condensateur. Simplement, la constante de temps, maintenant, c'est celle-ci. C'est plus RC. Enfin, la constante de temps d'un circuit RC, c'est RC. Et la constante de temps d'un circuit LR, c'est L sur R. Bien. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Alors on peut, ah oui, on va faire un bilan énergétique. Hein. On va calquer un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois. Ça vous fait rire, vous savez que j'aime bien les bilans énergétiques. Alors, allons-y. Quelle est la puissance fournie par le générateur au cours, dans le circuit? Alors, la puissance fournie par le générateur, c'est E fois I, et donc elle dépend du temps. Non, mais elle dépend du temps, et donc ça vaut E2 sur R, facteur de 1 moins E puissance moins T sur tau. Cette puissance est en partie dissipée par effet Joule dans la résistance. Je vais la noter P joule. Oui, P générateur, c'est la puissance fournie par le générateur. La puissance dissipée par effet Joule, c'est bien sûr R I carré, qui dépend du temps. Et donc ça fait, alors, I carré, donc R I carré, ça fait E2 sur R, facteur de 1, moins E puissance moins T sur tau, tout ça au carré. D'accord? Et manifestement, il en manque un bout. Et le bout qui manque, c'est ce qui a été fourni à la bobine. P, je vais mettre reçu par la bobine. Eh bien, c'est U de la bobine fois I dans la bobine. Et U de la bobine, c'est L dI sur dt. D'accord? Je ne l'ai pas écrit. Attention, ici, j'aurais pu UL de T. Alors, UL, c'est UAB, en fait. Hein, c'est celui-là. Je l'oriente dans ce sens-là. Donc, on a dit que c'était L dI sur dt, sachant que I, c'est le truc là-bas. Ça fait LE sur R. dI sur dt, ça fait 1 sur tau, facteur de E puissance moins T sur tau. Et tau, c'est justement L sur R. Donc en fait, ça fait, je vais le réécrire là directement, ça fait E facteur de puissance moins T sur tau. Bien sûr, c'est homogène. E, c'est une tension. Voilà. Donc si vous voulez tracer la tension dans la bobine, ça décroît comme ça. Toujours avec la fameuse pente. Voilà. Oui? Comment vous avez trouvé J'ai écrit LDI sur dt. C'est la tension bord de la bobine. Donc j'ai I, donc je fais L fois delta sur dt.
Donc d de ça sur dt, ça fait 1 sur tau E sur R, E puissance de machin, fois L. Okay. Voilà, donc ça donne finalement U fois I, ça donne ça fois ça. Donc il y a E2 sur R. E2 sur R, facteur de E moins T sur tau, fois 1 moins E moins T sur tau. Voilà. Et là, on constate avec bonheur que ça, c'est égal à ça plus ça. Le générateur fournit une puissance EI qui vaut E2 sur R, 1 facteur de 1 moins E moins T sur tau. Et il y a une partie qui est fournie à la bobine et une partie qui est fournie à la résistance. La somme des deux fait évidemment ce qui a été donné par le générateur. Alors, à T infini, enfin, une fois que le courant est établi, au bout de quelques fois tau, où en est-on? Je vais effacer le schéma là. Alors T infini, je mets des guillemets. Enfin, une fois que c'est établi, donc combien le générateur a-t-il fourni? E générateur, c'est donc somme de 0 à l'infini de la puissance fournie par le générateur. Donc si vous intégrez ça de 0 à l'infini, vous obtenez... Alors on fait l'intégration... Ah non, pardon. Ah mais non, bien sûr, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que... On va trouver l'infini, bien sûr. Et on trouve l'infini. Pourquoi on trouve l'infini? Hein? Ah, d'accord. Pourquoi on trouve l'infini? Ouais. Il n'y a pas de limite de temps. Oui. Parce qu'une fois que le courant est établi, le générateur continue à fournir de l'énergie, puisqu'il fournit EI, et il y a un courant I. On a établi, oui, il faut, oui. Donc on va trouver l'infini, donc c'est pas ça qu'il faut faire. Je veux montrer qu'il y a une énergie emmagasinée dans la bobine. Donc en fait, ok. Ok, eh bien, on va calculer l'énergie au total qu'a reçu. Donc, on est d'accord que ça, c'est ça plus ça. Ça, c'est dissipé par effet Joule, on sait ce que c'est, ça fait de la chaleur, très bien, c'est pas de l'énergie perdue, enfin, elle est perdue électriquement, mais ok, ça, c'est pas un souci. La question, c'est l'énergie reçue par la bobine, qu'est-ce qu'elle devient? Donc, en fait, on va calculer l'énergie qu'a reçue la bobine pendant l'établissement du courant. Parce que vous voyez qu'une fois que le courant est établi, il n'y a plus de puissance sur la bobine. Parce qu'à ce moment-là, le courant est constant, et donc U vaut 0. I vaut ce qu'il vaut, enfin, il vaut E sur R. Hein? Quand T tend vers l'infini, I devient E sur R, mais U vaut 0. Il n'y a plus de tension aux bornes de la bobine, parce qu'on a négligé sa résistance interne. Et donc, comme le courant est constant, la tension qui est LDI sur dt, ça fait 0. Donc la bobine ne reçoit de la puissance que pendant l'établissement du courant. Une fois qu'il est établi, c'est fini. Ça devient un bête fil, d'accord? C'est juste un fil quand le courant est établi. C'est pour ça que l'intensité finale, c'est E sur R. Parce qu'on a un générateur E qui va dans une résistance R, et le courant, ça fait E sur R. Une fois que le courant est établi,
La bobine est un fil puisque U égale LDI sur DT égale 0. De même, une fois que le condensateur est chargé, c'est un interrupteur ouvert. On y reviendra. Alors, en tout cas, là, c'est clair. Une fois que la bobine est chargée, U vaut 0 et elle ne reçoit plus de puissance, on le voit, hein, si on fait tendre T vers l'infini, ça tend vers 1 et ça tend vers 0, donc la puissance est 0. Donc la question, c'est quelle est la puissance totale, pardon, quelle est l'énergie totale qu'a reçue la bobine pendant l'établissement du courant? Donc, je vais le noter explicitement. Énergie reçue par la bobine pendant l'établissement du courant. Bien, c'est simple, il faut intégrer ça. Alors, cette énergie-là, reçue par L, égale, alors, somme de 0 à l'infini de E2 sur R, E puissance moins T sur tau, moins E puissance moins 2T sur tau. Je développe simplement pour intégrer facilement. Et donc ça fait quoi? Alors, la première partie, donc il y a E2 sur R en facteur, bien sûr. La première partie, ça fait tau, c'est tau E puissance moins T sur tau à prendre entre 0 et l'infini. Enfin, entre l'infini et 0, puisque j'ai supprimé le moins, donc ça fait tau. Et le deuxième, ça fait tau sur 2, hein, de la même façon. Donc ça fait E2 sur R fois tau sur 2. Et tau, on a dit que c'était L sur R. D'accord? Ah, je vais l'écrire parce que si vous êtes en retard sur l'écriture, vous n'allez plus comprendre ce que je fais. Donc je vais écrire tau sur 2. Et ça fait 1/2 de L E2 sur R2. Bon, je peux effacer ça. Hein. Mais E sur R, c'est le courant final qui est établi. Donc c'est 1/2 de L I carré. Je vais le noter I infini, le courant qui passe. Mais en fait, ce serait vrai à chaque instant, ça. Là, j'ai intégré jusqu'à l'infini. Hier, on l'a fait à chaque instant pour le condensateur. Du coup, ça a pris un peu plus de temps. Là, je le fais directement en intégrant jusqu'à l'infini. Mais si on s'arrêtait à l'instant T, on verrait que l'énergie, en fait, quel que soit T, je vous le dis, vous pourrez le vérifier en faisant simplement le calcul, l'énergie reçue par la bobine, c'est 1/2 de L fois le courant qu'il y a maintenant dans la bobine. Vous pouvez le faire à chaque instant. Là, je viens de vous le montrer à l'instant, enfin, à la fin de l'établissement du courant. Mais évidemment, le courant auquel on s'arrête est un courant parmi d'autres. Et rien n'empêche après de continuer à monter la tension et ça ferait monter. Donc, ceci est vrai en fait à chaque instant pour n'importe quel courant. Donc, il y a une énergie qui a été fournie à la bobine pour le simple fait d'établir du courant. Alors, ceux qui se souviennent du cours d'électromagnétisme comprennent pourquoi. C'est que mettre un courant dans une bobine, c'est créer un champ magnétique. Ce champ magnétique, il lui est associé une énergie. Si vous faites le calcul de l'énergie du champ magnétique, vous allez trouver très exactement 1/2 de Li2. Donc en fait, cette énergie qui a été fournie à la bobine a servi à fabriquer le champ B. Et maintenant, si on
si on revient à zéro, si on revient à un courant nul, eh bien le champ magnétique va revenir à zéro et donc l'énergie va être restituée. Voilà pourquoi on dit que cette énergie est emmagasinée dans la bobine. Elle n'est pas perdue. D'abord, elle ne pourrait pas l'être, on ne voit pas bien où elle pourrait être. Elle n'est pas dissipée sous forme d'effet Joule. La partie dissipée sous forme d'effet Joule, la voilà. Et vous voyez que ça fait, en fait, oui, bon, bref, oui. Rien. Je retire mon début de phrase. Ça m'évitera de la finir. Ok. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? Donc, 1,5 de LI carré, c'est l'énergie emmagasinée dans la bobine. Je vous rappelle l'énergie emmagasinée dans le condensateur qui était 1,5 de U2 sur C. Pardon, de Q2 sur C. Ou 1,5 de CU2. Là, de même, hein, on peut dire que c'est 1,5 de... Non, ben voilà. Non, rien. Donc, établir une tension ou mettre une charge dans un condensateur, ça coûte de l'énergie, parce qu'une fois qu'il y a des charges, il y a un champ E, et le champ E, c'est de l'énergie. De la même façon, établir un courant dans une bobine, ça coûte de l'énergie, parce qu'une fois qu'il y a un courant I, il y a un champ B, et le champ B, c'est de l'énergie. Et vous voyez que c'est très similaire. Hein. Alors, là, on met une charge dans le condensateur, et on a 1,5 de Q2 divisé par C, et là, on met une tension, un courant dans la bobine, et on a 1,5 de I2 fois L, hein, donc c'est 1 sur C et fois L, c'est ce qu'on avait déjà vu dans des expressions du départ. Donc tout ça est parfaitement symétrique, si on peut dire. Ok, oui. Je suis pas sûr d'avoir tout compris dans les commentaires que vous avez fait. Vous avez dit que quand on est dans le cas d'un condensateur, il y a la moitié qui est partie, qui est perdue par effet Joule dans la résistance. Et quand on est dans le cas d'une bobine... Alors en fait... Il y a quand même une résistance dans le circuit, donc à partir du moment où elle est traversée par un courant, on devrait quand même avoir des pertes par... Oui, il y a des pertes, les pertes par effet Joule, les voilà, mais ce qu'on voit, c'est que la puissance fournie par le générateur, c'est ce qui est dissipé par effet Joule, plus quelque chose qui est fourni à la bobine. Pendant l'établissement du courant, on peut regarder combien a été fourni au total à la bobine. C'est ça que j'ai fait. J'ai intégré ça de 0 à l'infini. Et on trouve 1,5 de Li2. Et ce que je dis, c'est que cette énergie, elle n'est pas perdue, elle est restituable, parce qu'en fait, elle est dans le champ magnétique qui est créé par le courant dans la bobine. Physiquement, voilà où elle est. Elle est dans le champ B. On reverra ça en électromagnétisme. Bon, je crois que c'est tout. On a vu donc L, C. On va voir les deux ensemble maintenant. RLC. Hein? Alors, le fameux circuit RLC. Alors, est-ce que vous voulez qu'on le fasse directement via un exercice ? Ou parce qu'il y a... Alors, par contre, il n'est peut-être pas complètement générique, les exercices qu'il y a là. Non, oui, non, j'ai pas dû mettre l'exercice vraiment de base. Ok, donc on va juste faire le circuit RLC standard, et on va voir ce qu'on peut en dire. Ça nous permettra de voir pour la première fois, de revoir ensemble pour la première fois la résolution d'une équation différentielle du second ordre à coefficient constant. On verra ce que ça donne. Alors, donc circuit RLC, ça c'est vraiment la base de la base. Ah oui, alors, je ne vais pas mettre de générateur cette fois. On va commencer avec un... Alors si je mets rien du tout, il ne se passe rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par charger le condensateur. Je mets des charges sur le condensateur. Et puis, je mets une résistance et une bobine dans le circuit. Donc j'ai C, R, L. Je peux les mettre dans n'importe quel ordre, hein, peu importe. Hein. On est d'accord. Ok. Donc la condition initiale, ça va être que à t égale 0,
Il n'y a pas de courant. Par contre, il y a des charges sur le condensateur, parce que sinon, il ne se passera jamais rien. QC égale grand Q, ça vous va? Ou Q0. Grand Q0, voilà. Alors, écrivons ce qu'on peut écrire là-dedans. Alors, c'est vous qui allez choisir où on met Q, parce qu'il y a Q et moins Q en regard. Alors, vous allez choisir où on met Q et dans quel sens on met I. Alors, Q, c'est du haut ou celui du bas? Celui du haut, c'est fait. Le courant, là ou là? Comme ça? Comme ça? Ah. On choisit, on fait ce qu'on veut. Non, non, on réfléchira après, mais dans quel sens vous voulez l'orienter? C'est ça que vous l'auriez mis dans l'autre sens? Et alors, qui est pour ce sens-là? Et qui est pour dans l'autre sens? Bon, il y a une égalité parfaite. Alors, je fais quoi? Donc, dans celui-là? Ok. Donc là, on a plus Q, là, on a moins Q. Et on a mis I comme ça? C'est votre dernier mot? Ok, allez. Alors. A, B... Ah, il ne faut pas que je l'appelle C. Je vais appeler ça MPQ. OK? Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut écrire comme équation pour l'évolution du courant et de la charge et des tensions? Enfin, on va dire que la tension... Enfin, on va dire que la somme des tensions là-dedans, ça fait 0, quoi. On va dire que UMP plus UPQ plus UQM égale 0. Il y a des sigles qui vous dérangent, là, c'est ça? Pas du tout. Ah oui, il y avait LR aussi tout à l'heure. MPQ, c'est le labo qui est là-bas, là. C'est matériaux et phénomènes quantiques. Bon, bref. Ok, ne perdons pas de temps. Alors, hein, on est d'accord avec ça, parce que ça, c'est VM moins VP, plus VP moins VQ, plus VQ moins VM, ça fait évidemment 0. Alors, que vaut UMP? Que vaut UMP? Il y a une résistance, vous allez pouvoir me dire que vaut UMP quand même. Oui, on a dit que le courant c'était des saumons, donc il est positif. Donc c'est moins. Moins RI, on est d'accord. C'est vous qui avez choisi. Hein? Donc UMP, c'est moins RI. Si I est positif, c'est-à-dire que le courant va comme ça, c'est bien que P est plus grand que... Enfin, VP est plus grand que VM. Si VM est plus grand que VP, le courant va comme ça et donc sera négatif. Okay? Donc ça, c'est moins RI. UPQ. Moins LDI sur DT. UPQ, c'est celui-là. Donc si le courant allait comme ça, ce serait LDI sur DT, mais le courant va dans l'autre sens, donc c'est moins LDI sur... Enfin, est orienté dans l'autre sens, donc c'est moins LDI sur DT. C'est vous qui l'avez choisi. Que vaut UQM? UQM, c'est ça. Hein? VQ moins VM.
Oui. Oui, mais encore. Tu sais, c'est en fait, faut recombiner tout ça. La tension bande d'un condensateur. U égale Q sur C, mais quel Q? C'est plus Q sur C ou moins Q sur C là? Ce U là. Parce que celui-là, c'est pas le même que celui-là. Donc il y en a un qui vaut Q sur C, l'autre qui vaut moins Q sur C. La question c'est lequel c'est? C'est ça, hein, UQM. Donc. Non, l'autre c'est. Non mais UQM c'est ça. Ah ben non, c'est VQ moins VM. UQM c'est ça. VQ égale VQ moins VM. Par définition, ok? Donc VQ moins VM. Faut vous dérouiller, hein? Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'électrocinétique. Mais non, c'était hier. Alors, Q sur C, plus ou moins? Oui, moins, parce que si Q est positif, moins Q est négatif, et donc le potentiel ici est plus petit que celui-là. Donc si Q est positif, cette tension doit être négative. Donc moins. Yes? Si on avait mis dans l'autre sens, il n'y aurait que des plus partout et vous auriez même pas réalisé que c'était peut-être pas si simple. Donc c'est pas plus mal. On inverse la flèche. Hein? On inverse la flèche. Oui, c'est. Les deux Non, flèches. non. UQM c'est ça, de toute façon. UQM c'est VQ moins VM. Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais c'est ça. UQM c'est VQ moins VM. On aurait pu tourner dans l'autre sens. Vous n'avez pas demandé dans quel sens on tournait. Bien observé. Ça y est, je suis mise à jour. Je suis mise à jour. On aurait pu tourner dans l'autre sens. Mais justement, je voulais que vous réfléchissiez. Oui, mais voilà, c'est pas un problème. C'est juste qu'il ne faut pas se tromper. Et pour ne pas se tromper, il faut réfléchir. Il ne faut pas dire « Ah, U, c'est Q sur C ». Non, U, ça peut être moins Q sur C. Ça dépend de quel U on parle. Et c'est pareil, U, c'est pas LDI sur DT. Et ça dépend de quel U on parle, de quel I on parle. Voilà, donc un coup ce sera l'un, un coup ce sera l'autre, il faut réfléchir. Oui. En fait, on a un peu de problème dans le réflexe, c'est qu'on se demande à chaque fois, bon, bah, I est dans quel sens? Le U qu'on étudie, on regarde si c'est convention récepteur ou convention générateur, et en fonction, on sait qu'avec générateur c'est moins, avec récepteur c'est plus. Voilà. Mais vous vous rendez compte le nombre de choses que vous avez besoin de savoir? Moi, j'ai rien besoin de savoir. On regarde juste le sens de lire, le sens de lire. Mais non, vous avez besoin de savoir d'abord, vous avez besoin de savoir ce que ça veut dire convention récepteur, convention générateur. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'en ai rien à cirer. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Deux, quand bien même je saurais ce que ça veut dire. Quand bien même je saurais. Il faudra ensuite que je me souvienne que en convention récepteur, c'est plus. En convention générateur, c'est moins. Vous vous rendez compte? Et ça c'est complètement... Enfin, pourquoi savoir ça? Ça sert à quoi? À rien. Par contre, savoir que quand il y a une charge plus grande ici que là, le potentiel est plus grand là que là, ça oui, ça c'est de la physique. Ça, j'ai même pas besoin de m'en souvenir, c'est une évidence. S'il y a plus là, moins là, et il y a plus là et moins là, donc ça moins ça, c'est plus. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Si on a compris que c'était une tension, ça on l'a vu de la tension. Donc il n'y a pas besoin de... Mais c'est ce que je vous dis, il n'y a besoin de rien savoir. Oubliez convention générateur, oubliez quand c'est convention générateur, il faut mettre un moins, etc. Oubliez ça. Le but c'est d'avoir le bon résultat le plus rapidement possible et d'être sûr de soi. Voilà. Toutes les méthodes sont valables quand on a le bon résultat. Oui, mais ce que je dis, c'est que la vôtre repose sur des connaissances inutiles, puisqu'on peut l'avoir autrement. Mais c'est pas une connaissance des conventions, c'est un moyen mnémotechnique, c'est plus ça en fait qu'autre chose. D'accord. Bah, moi, mon moyen mnémotechnique à moi, c'est que quand il y a une charge plus et une charge moins, le potentiel est plus grand là que là. Ce moyen mnémotechnique, je vous le recommande. Parce que... Mais c'est la même chose en fait. Enfin, Ok. Bon, ok. Ok, alors, donc on a ça. Et maintenant,
ben, là, on a une équation, mais à deux inconnus, Q et I. Donc, il faut aussi relier Q à I maintenant. Et là, on peut juste t égale 0, on est d'accord. Non, ça, c'est vrai tout le temps, ça. Oui, d'accord, mais le fait que ce soit égal à 0. Ah ben, c'est parce que UMP plus UPQ plus UQM égale 0. C'est ça, pourquoi déjà ça c'est égal à 0? Ah ben, c'est parce que ça, c'est VM moins VP, plus VP moins VQ, plus VQ moins VM. Ah oui, d'accord. Et donc, ça fait 0. OK? C'est pas une loi physique à nouveau, là, c'est une loi mathématique. A moins A, ça fait 0, quel que soit A. OK. Alors, une équation, deux inconnus. Il y a une inconnue de trop. Il faut donc éliminer une inconnue. Donc, il faut trouver le lien entre I et Q. Alors, I, c'est dQ sur dt ou moins dQ sur dt? Ah non, mais on a fait le choix maintenant, on n'a plus le choix. Si, redites-le. Si Q augmente, plus Q augmente, I diminue. Alors, I diminue, je ne sais pas ce que ça veut dire. La question, c'est est-ce qu'il est positif ou pas? Plus il est négatif. Non. Ah, enfin, C'est Q. non. Il y a plus de négatif encore. Si, vous avez, redites-le, parce que je pensais à autre chose. Pardon. Si Q augmente, Si Q augmente, vous avez dit I diminue. Ça veut rien dire pour moi. I diminue. Si Q augmente. Non, non, mais enfin, ça veut dire quelque chose, I diminue. Mais la question, c'est pas est-ce que I diminue ou pas. Si I est constant, qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais non. non, pardon. Non, c'est égal. Voilà. Constant. Donc, pour que Q augmente, il faut quoi? Il faut amener des charges. D'accord? Et pour amener des charges, il faut que I soit dans ce sens-là. Pour faire augmenter Q, il faut amener des charges là. Et puis il faut en retirer là du coup. Donc il faut que le courant tourne comme ça. Donc ce I, comme on l'a orienté comme ça, il faut que ce I soit positif. Ouais? Si ce I est positif, ça veut dire que les charges elles partent de là et elles arrivent là. Donc elles font augmenter Q. Si I est positif, Q augmente. Ben voilà. Si I est positif, dQ sur dt est positif, ça augmente. Yes? Hein? C'est l'inverse de ce que je disais. OK? Donc, d'après les conventions-là, effectivement, on a I qui vaut dQ sur dt. Ça aurait pu être moins dQ sur dt si on avait pris Q en bas ou si on avait pris I dans l'autre sens. Donc, il faut regarder. Il faut regarder, mais ce n'est pas compliqué. Vous regardez. Comment je fais pour augmenter Q? J'amène du courant vers la face où il y a Q et je vois si c'est positif ou négatif. OK, donc I égale dQ sur dt. Il n'y a plus qu'à remplacer là-dedans et on va avoir une équation dans laquelle il n'y aura plus que Q. Alors allons-y. Donc l'équation en question, ça fait, bon, je vais l'écrire là, je vais écrire l'étape intermédiaire ici. Donc j'ai, alors le terme en dérivée seconde, enfin non, je vais faire d'abord comme ça. Allez, R dQ, je retire juste les sigmoïdes hein, parce que tout le monde en a. R dQ sur dt plus L d de Q sur dt2 plus Q sur C égale 0. Voilà l'équation différentielle. Alors je vais juste la réarranger gentiment. Q de point. Donc je divise tout par L en fait. Plus R sur L Q point. Plus 1 sur LC Q égale 0. Voilà. Alors, équation différentielle du second ordre à coefficient constant. Facile. Alors ici, elle est homogène. Alors on sait comment résoudre ça. Alors je vais l'écrire sous une forme canonique. Q de point
plus 2 alpha q point plus oméga 0 carré q égale 0. À condition, bien sûr, que oméga 0 soit 1 sur racine de LC. Enfin, j'identifie que oméga 0, en l'occurrence, c'est 1 sur racine de LC. Et que alpha, alors alpha ou lambda, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. J'ai mis alpha, bon, c'est fait. Et donc alpha, ça fait R sur 2L, c'est ça. Je me demandais si on pouvait pas... Bon, ouais. Donc alpha, c'est l'inverse d'un temps. Hein, on sait déjà que L sur R, c'est le temps caractéristique du circuit LR. L sur R, on sait déjà que c'est un temps. Donc là, c'est l'inverse d'un temps, normal, hein, puisqu'on a Q2 points, et là, on a Q points, donc il faut bien diviser par un temps. Et puis, oméga 0 aussi, c'est l'inverse d'un temps. Hein, ça va être la pulsation propre du système. Donc ça, c'est évidemment homogène de ce fait-là. OK. Bon, alors, vous connaissez les solutions de cette équation? Alors, ça dépend des signes en question. Voilà, alors on écrit l'équation caractéristique. En fait, on cherche des solutions en exponentielle. On cherche des solutions sous la forme Q de t égale K e puissance RT. Si on fait ça, Q point, évidemment, vaut KR, enfin donc vaut R fois K e puissance RT, et Q de point vaut R 2 fois K e puissance RT. Si on reporte ça là-dedans, on trouve que R2 plus 2 alpha R plus oméga 0 carré fois K e puissance RT égale 0. Donc effectivement, des fonctions comme ça sont solutions à condition que ça soit égal à 0. Et d'ailleurs, uniquement si ça c'est égal à 0. Enfin, sauf si K égale 0, donc effectivement, mais si K égale 0, Q égale 0. Donc on retrouve qu'il est possible qu'il n'y ait ni courant ni charge là-dedans, d'accord? Une solution possible, mais ce n'est pas celle qui nous intéresse. En tout cas, elle n'est pas compatible avec la condition initiale, donc l'affaire est réglée. Donc ces solutions, ces fonctions sont solutions à condition que ceci soit égal à 0. Et donc, alors c'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique de cette équation-là, R2 plus 2 alpha R plus alpha 0 carré égale 0. Quelles sont les solutions de cette équation? Ah, bien, tout dépend du signe, du discriminant. Enfin, hein, ça fait 20 ans que vous savez résoudre cette équation, enfin peut-être un peu moins. Vous, peut-être un peu moins, moi, peut-être un peu plus. Alors, si donc delta égale alpha 2 moins oméga 0 carré. Si delta positif, alors les solutions sont R1 égale moins alpha plus racine de alpha 2 moins oméga 0 carré et R2 égale moins alpha moins racine alpha 2 moins oméga 0 carré. Vous notez que les deux sont négatives. Non, ça c'est réel. Je suis dans le cas où ça c'est positif. Hein. Mais par contre... Ah oui, parce que ce que je n'ai pas dit, mais, enfin, c'est important, mais c'est évident là, alpha est positif. Hein. C'est R sur 2L. C'est un nombre positif. Donc ça, c'est un nombre négatif et ça aussi.
lui, il est négatif parce qu'il y a 2 fois négatif. Lui, c'est un nombre négatif, on lui rajoute quelque chose, mais on lui rajoute quelque chose qui est moins grand que alpha, hein, puisque c'est... S'il n'y avait pas le moins oméga 0, ce serait 0, mais on lui rajoute moins, donc c'est bien négatif. Les deux sont négatifs, donc ce sont des exponentielles décroissantes. Donc ça veut dire que on a comme solution K e puissance moins R1t. On a aussi comme solution, enfin, je vais l'appeler K1 d'ailleurs, K2 e puissance moins R2t, quel que soit K1, quel que soit K2. Voilà des solutions de cette équation. Mais en fait, n'importe quelle combinaison linéaire de ces solutions est encore une solution, hein, puisqu'on a une équation linéaire. Si vous avez la somme de 2 solutions, la somme de leurs dérivées sera égale à la dérivée de leur somme, c'est la somme de leurs dérivées. Pareil pour la dérivée seconde. Et donc, on aura bien une solution. Donc finalement, toutes ces fonctions-là sont solutions. Q de t égale ça. Celles-là sont solutions. Et vous voyez que ça forme un espace vectoriel de dimension 2. Vous pouvez choisir K1 comme vous voulez, K2 comme vous voulez. Et donc, ce sont toutes les solutions. Ce n'est pas juste des solutions, ce sont les solutions. Il n'y a pas d'autres solutions parce que l'espace des solutions d'une équation différentielle d'ordre 2, c'est un espace vectoriel de dimension 2. Vous avez 2 constantes d'intégration qui dépendent des conditions initiales. Alors, j'ai envie de faire un oral en maths, il me semble qu'il y a un facteur 4 qui manque avec le discriminant et qui ressort sur les solutions. Non, parce que j'ai mis un 2 ici. Mais justement, il y a un 4 en facteur. Ah ben non, parce que sinon, il y aurait un divisé par 2 là. Oui, justement, c'est divisé par 2 aussi. Ben non, justement, je ne le mets pas. Ouais. Oui, 20. Ouais. Pourquoi vous avez retiré le 4 en facteur dans le delta? C'est la même. Si vous le mettez, vous allez faire sur 2. Et du coup, je ne l'ai pas mis. Si vous voulez, c'est 4 alpha 2 moins 4 oméga 0 carré. D'accord? Donc, racine de delta, c'est 2 fois ce que j'ai écrit. Mais après, il faut diviser tout ça par 2. Donc plutôt que de diviser par 2, je ne multiplie pas par 2. Dès le début, comme ça évite. C'est plus simple, non? D'où l'intérêt de mettre un 2 ici aussi. On ne trimballe pas des 2, justement. C'est pouf. Voilà. Bon, enfin, c'est un détail. Vous savez tous résoudre une équation du second degré, mais moi, je vous recommande vivement de le faire aussi comme ça. On appelle ça des fois le discriminant réduit. Qui permet de... Bon, enfin, bref. Alors, c'est là qu'il commence à me manquer des tableaux. Bon, je vais mettre là. J'ai fait mon dessin peut-être un peu trop gros, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc, si delta est positif, voilà ce qu'on a. Et vous voyez qu'on a donc... la somme de 2 exponentielles décroissantes. Une qui décroît plus vite que l'autre. Laquelle décroît plus vite? Celle-là. Hein? Parce que R2... Ah, pardon, pourquoi... Excusez-moi, c'est plus. J'ai mis moins parce que je sais qu'elles sont décroissantes, mais ma solution est déjà négative. C'était mon commentaire d'avant, excusez-moi. On cherche les solutions sous la forme E puissance RT, et donc on trouve les solutions sous la forme E puissance RT. Pardon. Ça, c'est solution à condition que R soit solution de ça. Et donc, il y a 2 solutions possibles, R1 ou R2. Donc, voilà les 2 solutions générales possibles. Et toute combinaison linéaire de E puissance R1t et E puissance R2t est une solution. Donc, pardon pour le moins. Mais le point clé, c'est que R1, comme je l'avais dit d'ailleurs avant, R1 et R2 sont négatifs. Et donc ça, ce sont des exponentielles décroissantes. Et celle-ci décroît plus vite que celle-là, puisque justement R2 est plus négatif que R1. Yes? Bien. Deuxième cas, donc ça c'était le cas numéro 1, si vous voulez. Cas numéro 2, enfin delta vaut ça, le cas numéro 1 il était là, c'est ça, le cas numéro 1. Cas numéro 2, delta négatif. Bon, qu'à cela ne tienne,
les solutions, ça devient R1 égale moins alpha plus I racine de oméga 0 carré moins alpha 2. Et R2, c'est moins alpha moins I racine de oméga 0 carré. Pardon. Oui, c'est ça. Moins alpha 2. Pardon. Ouais. OK? Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve comme solution générale de cette équation, alors toujours pareil, K1 puissance R1t plus K2 puissance R2t, avec K1 et K2 quelconque. Oui, c'est ça. Avec K1 et K2 quelconque. Et ce sont là toutes les solutions. Très bien. Ben, je vais remplacer. Ça fait K1 E puissance moins alpha t E puissance... En fait, je vais mettre en facteur E puissance moins alpha t. Facteur de K1 E puissance I. Ça. Plus K2 E puissance moins I, la même chose. OK? Donc vous avez des termes oscillants, ça c'est des cosinus et des sinus, d'accord? Alors tout dépend de la valeur de K1 et K2, de la phase entre celle-ci et celle-là, enfin, disons, du poids relatif entre les deux. En tout cas, ça c'est des cosinus et des sinus. Vous pouvez d'ailleurs encore l'écrire grand K, cos, si vous préférez. En tout cas, donc vous avez des solutions oscillantes. À quelle pulsation? Eh bien, à la pulsation racine de oméga 0 carré moins alpha 2. Mais tout ça est modulé par une exponentielle décroissante. E puissance moins alpha t. Peut-être faire les dessins associés. Écoutez, je vais effacer ça, je leur ferai plus petit ailleurs si on a besoin. Mais... Si K1 égale K2, ça fait effectivement un cosinus. Si K1 vaut moins K2, ça fait un sinus. Mais sans phase, si vous rajoutez une phase, enfin tout ça peut toujours s'écrire comme ça. Oui, parce que ça fait un cos fois sin phi. Enfin, c'est cos de ça fois sin phi, pardon, fois cos phi, moins sin de truc fois sin phi. Donc, ça peut toujours s'écrire comme ça, c'est au choix, comme vous voulez. En tout cas, il y a deux constantes d'intégration, soit ces deux-là, soit ces deux-là. Vous avez un truc qui oscille, avec une pulsation qui vaut ça, et le tout est modulé par une exponentielle décroissante. Donc, dans le cas 1, deux racines réelles, c'est le premier cas qu'on a vu, hein, on avait... Ouais. En fonction du temps, la charge qui décroît exponentielle, enfin c'est la somme de deux exponentielles, enfin à l'œil ça fait... Il y en a une qui décroît plus vite que l'autre, donc qui compte très vite pour du beurre, et il reste la deuxième qui décroît à la vitesse où elle décroît, c'est celle-ci. Dans le cas 2, on a deux racines complexes
Et alors là, on a des oscillations. Modulées par une exponentielle des... Alors, je vais peut-être faire... Je vais le faire un peu mieux, un peu plus serré. Alors, tout dépend du lien entre alpha et oméga 0, enfin de leur valeur relative. Je vais commencer par faire l'exponentielle décroissante. Voilà ce qu'on observe. Ça décroît, enfin la charge oscille, plus, moins, avec une pulsation qui vaut donc racine de oméga 0 carré moins alpha 2. Et tout ça est modulé, si vous voulez, l'amplitude de cette oscillation est modulée par une exponentielle décroissante de puissance moins alpha t, que voici. Et ça, c'est évidemment moins puissance moins alpha t. Hein, ça va de plus ça à moins ça, quand le cos va de plus à moins, enfin, fois grand K. Bon, ok. Je peux mettre grand K là si vous préférez. Voilà. Ça, c'est, comme ça, c'est propre. Ok. Alors, la question, c'est combien on a d'oscillations avant que ce soit beaucoup atténué. Alors, en pratique, une infinité, parce que c'est... mais bon, au bout d'un moment, d'accord, c'est comme s'il n'y avait plus de charge. Hein. Enfin, tout ça est idéalisé. Au bout d'un moment, il n'y a juste plus de charge, plus de courant, plus rien. Mais tout dépend, effectivement, de la pulsation par rapport à l'échelle de décroissance. La période ici, entre deux passages à zéro, si vous voulez, enfin, entre la demi-période, entre deux passages à zéro du cosinus. Donc la période, c'est 2pi sur oméga, avec ce oméga-là. Hein. Donc oméga égale racine de oméga 0 carré moins alpha 2. Si alpha est petit devant oméga 0, alors déjà oméga, c'est quasiment oméga 0 en vrai. Donc ça va osciller à la pulsation propre du système, qui est 1 sur racine de LC, si alpha est petit, devant oméga 0. Et du coup, si alpha est petit devant oméga 0, l'échelle de temps ici de la décroissance, c'est 1 sur alpha. D'accord ? E puissance moins t sur tau. Donc, il va y avoir... Donc, 1 sur alpha, c'est très grand devant 1 sur oméga 0. Devant 2pi sur oméga 0. Donc, si alpha... Où est-ce que je vais mettre ça? Si alpha est petit devant oméga 0, il y a beaucoup d'oscillations avant un amortissement notable. OK ? Par contre, si alpha n'est pas petit devant oméga 0, alors alpha ne peut pas être plus grand qu'oméga 0, hein, on est dans le cas où alpha est plus petit qu'oméga 0. Mais si il s'approche de oméga 0, alors ce oméga-là va tendre vers 0, donc ça va osciller lentement par rapport à l'échelle de décroissance. Et donc vous aurez peu d'oscillations avant un amortissement très net. Donc le lien entre alpha et oméga 0 va dicter si vous avez en fait beaucoup d'oscillations peu amorties ou un amortissement rapide avec peu d'oscillations dedans. Donc les échelles de temps sont les suivantes. Alpha, donc... je vais le noter... Ah merde, oh là là, c'est moche ça. Bon. Taux
taux amortissement, c'est 1 sur alpha, d'accord? C'est l'échelle de temps de l'amortissement. Et taux oscillation, bah, c'est 2pi sur oméga. En fait, c'est la période d'oscillation même. Je peux l'écrire très clairement comme ça. D'accord. Donc, suivant les valeurs relatives de l'un et de l'autre, on a des comportements qui sont différents, mais dans tous les cas, on a une oscillation décroissante, d'amplitude décroissante. J'attire votre attention aussi sur le fait que quoi? Oui, le sens physique de ces différents régimes. Vous voyez que alpha, en fait, c'est la résistance. Alpha, c'est ce qui retire de l'énergie dans le système. RI carré. S'il n'y a pas de résistance, ou si elle est négligeable, si vous voulez, à ce moment-là, on va avoir alpha petit, qui tend vers 0. Si alpha tend vers 0, vous voyez que le temps d'amortissement tend vers l'infini, et donc, en fait, ça va à peine s'amortir, et ça va osciller un très, 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 très grand nombre de fois avant qu'on note que l'amplitude est un petit peu diminuée. Donc, on voit bien que cet amortissement, il est causé par le fait qu'on retire de l'énergie dans le système par RI carré, par effet Joule. Si on ne retire pas d'énergie, eh bien, la charge passe de plus à moins, elle revient à plus, elle revient à moins, elle revient à plus. Elle oscille sans perte d'énergie, donc on est toujours à la même amplitude d'oscillation. Bon, c'était ça que je voulais dire pour l'instant. On y reviendra sur l'aspect énergétique tout de suite après. Il me reste le troisième cas ici. Donc ça, c'est 2 racines réelles. À ce moment-là, ça décroît exponentiellement. 2 racines complexes, ça décroît en oscillant, oui. Est-ce que je peux revenir sur un truc juste avant? Yes. Dans le delta inférieur à 0. Ouais. Le K2, est-ce que vous pouvez juste réexpliquer, je sais que c'est plus simple, mais comment est-ce qu'on passe de la ligne de QT, la première ligne, là, à la deuxième, dans le sens où on a une phase qui se rajoute à la troisième ligne, c'est ça? Pardon, de la deuxième à la troisième ligne. Ok. Bon. Donc, troisième cas, delta égale 0. Delta égale 0. Troisième cas. Donc ça fait effectivement oméga 0 carré qui vaut alpha carré. Et à ce moment-là, on a, donc oméga 0 égale alpha si vous voulez, les deux sont positifs. À ce moment-là, on a une racine double. Alors la solution générale dans ce cas-là, c'est Q de T égale grand K T plus K', ou je vais dire K1 plus K2, E puissance, excusez-moi, qu'est-ce qu'on disait, parce que ça me perturbe un peu malgré tout. Oui, E puissance moins, oui, donc la racine, c'est laquelle la racine? Eh bien, c'est oméga 0. Alors, attendez, la racine double, c'est... Attendez, je suis perdu, là. C'est moins B sur 2. Ah oui, c'est plus ou moins... Non, c'est oméga 0. Ah. Oui, du coup, oui, c'est R égale oméga 0. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui ou alpha. D'accord. C'est ça. Ah oui, c'est moins alpha. Oui, oui. D'accord. Enfin, oméga 0 ou alpha, c'est pareil. D'accord. Je vais écrire alpha, mais c'est pareil. Je vais écrire alpha par
lien avec le reste, là, mais enfin bref, bon. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc, oui, n'oubliez pas, il y a une racine double, n'oubliez pas le terme ici linéaire en temps. Vous pouvez vérifier, vous dérivez ça une fois puis deux fois et vous allez voir que ça fonctionne, mais ne l'oubliez pas. Ça ne pourrait pas être juste ça, parce que si c'était juste ça, il n'y aurait qu'une seule constante d'intégration. Or, il en faut deux. La voilà, la deuxième. OK. Bon. Et dans ce cas-là, on a, en fonction du temps, la charge qui décroît exponentiellement aussi, avec alpha comme, décroissance. Enfin bon, c'est ça. Fois K1T, mais très rapidement, enfin, d'accord, ça décroît exponentiellement vite. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Voilà, alors ça s'appelle le régime critique, je crois. Ça s'appelle un régime, comment ça s'appelle, pseudo-périodique, hein, c'est ça? Régime pseudo-périodique, parce que c'est pas tout à fait périodique, ça décroît un peu, mais c'est bon, voilà. Et l'autre s'appelait le régime, ça c'est le régime amorti. Non, c'est ça qu'on dit? Non, comment on appelle ça? Ouais. Ça se dit? Régime amorti? Le premier, là, quand il y a juste des... ça décroît? Apériodique, ouais. Bien vu. Voilà, apériodique, pseudo-périodique, critique. C'est quoi la différence entre apériodique et critique sur les dessins? Sur le dessin, ça ne se voit pas. Il y a une exponentielle décroissante dans tous les cas. Simplement, dans le régime apériodique, ça décroît plus lentement, en fait, parce qu'il y a les deux racines là. Donc, il y en a une qui décroît encore plus vite que juste puissance moins alpha t. Mais celle-là, elle décroît tellement vite que c'est comme si elle n'était plus là très rapidement, elle n'est plus là. Et par contre, l'autre, elle décroît moins vite que puissance moins alpha t, puisqu'il y a... Donc ça décroît en fait plus lentement. La solution qui décroît le plus rapidement, c'est en régime critique. C'est pas un pseudo-périodique? J'ai dit plus lentement, je voulais dire plus rapide. Non, oui, c'est ça. Celle qui décroît le plus rapidement, c'est le régime critique. C'est pas ça que j'ai dit? Non, bon, enfin... En fait, il me semblait, peut-être que je Ouais. me trompe, mais que quand on veut établir quelque chose dans un circuit, la solution la plus rapide, c'est quand il y a un petit dépassement. Et du coup, il y a un autre critère qui n'est pas je veux avoir la consigne le plus rapidement, mais je veux avoir la consigne sans dépassement. À ce moment-là, on prend le régime critique, mais du coup, c'est un peu moins rapide qu'avec un petit dépassement et un régime pseudo-périodique. C'est les souvenirs que j'ai. Oui, mais là, vous parlez d'autre chose. Vous parlez de l'établissement du courant. C'est-à-dire que vous avez un générateur de tension. Et vous voulez tuer rapidement le régime transitoire, en fait. Là, j'ai pas de générateur dans le circuit. Je démarre avec une condition initiale où il y a des charges sur le condensateur, et je regarde ce qui se passe. S'il n'y a pas de résistance, c'est-à-dire si alpha vaut 0, alors ça va osciller ad vitam aeternam, avec la pulsation oméga 0, puisque si alpha vaut 0, la pulsation d'oscillation c'est oméga 0, ça va osciller à cette pulsation-là. Sinon, ça va s'amortir, soit une combinaison de rapide et de lent, donc en fait lent, soit le plus rapide possible, c'est le régime critique. Mais ce dont vous parlez, c'est autre chose. Ouais. C'est vous qui avez levé la main? Ouais, c'est vous. Je comprends pas pourquoi, parce que dans le régime critique, on a QDT qui est égal à Q1 fois T plus K2. Alors, vous seriez d'accord avec ça? En fait, c'est juste que c'est de l'homogène. Ah, si, mais K1, c'est juste, ça a les dimensions de Q sur le temps.
Non, 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 non. Ça, c'est la dimension d'une charge sur un temps. Et ça, c'est la dimension d'une charge. Voilà. C'est juste de constante. Ok, mais les constantes sont pas les mêmes dimensions. Non, voilà. Si vous voulez, je l'appelle L. L et K, ça vous va? L et K. Ah, mais non, pas L. Non, non, pas L, pardon. Sûrement pas L. W. On a rarement W. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, enfin bref, une constante. Allez, A et B. Voilà. Bon, quelle heure est-il avec tout ça, là? Parce que ça ne nous avance pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, je voulais parler de l'énergie. Donc, c'est Q, c'est la charge du condensateur. Que vaut le courant maintenant? Bah, la dérivée de Q. Alors, voyons. Donc, ça, revoyez tranquillement la solution des équations différentielles du second ordre à coefficient constant. I. Donc la charge varie et le courant varie aussi. I égale dQ sur dt, on l'a vu. Et donc ça fait... Alors je vais mettre dans le régime... Ah mince, j'ai effacé ce que je... Je vais mettre dans le régime pseudo-périodique ici. Donc on avait Q qui était égal à E puissance moins alpha t grand A cos oméga t plus phi. Que vaut I? Eh bien, donc I, ça vaut moins A oméga, E puissance moins alpha t, sin oméga t plus phi. Donc, en fait, vous voyez que l'intensité suit aussi la même oscillation, mais déphasée de pi sur 2. Quand Q est au maximum, sinus vaut 0. Quand sinus est au maximum, cosinus vaut 0. Donc, quand Q est maximal, l'intensité est nulle. Quand l'intensité est maximale, la charge est nulle. Vous voyez ce déphasage? Simplement parce que l'un est la dérivée de l'autre. Alors, si on regarde énergétiquement ce qui se passe, donc, regardez, je vais mettre carrément dans le cas particulier, où R est très petit devant... je vais mettre R est négligeable. Voilà. C'est-à-dire tel que alpha ici est grand. Grand à l'échelle de temps où on regarde. Enfin, donc, pardon, c'est 1 sur alpha qui est un temps. Et donc... Hein? Il n'y a pas un terme encore en cosinus? On dérive l'exponentielle de la cosinus? Ah oui, pardon. Attendez. Ah oui, non mais c'est pour ça que... Oui, pardon. En fait, j'étais déjà dans mon cas particulier. Oui, effectivement, vous avez raison. Du coup, je finis de l'écrire bien, mais... donc, il y a plus A cos, enfin, plus A alpha, E puissance moins alpha t, cos d'oméga t plus phi. Excusez-moi, vous avez bien sûr absolument raison. C'est que je vais me mettre dans le régime où ça oscille. Parce que ce que je vais vous montrer là, on s'en fiche Enfin, ce que je vais vous montrer, c'est comment, je vous le dis déjà, comment l'énergie passe du condensateur à la bobine, puis au condensateur, puis à la bobine, ça oscille comme ça. Donc ça, c'est quand il n'y a pas d'amortissement. Par-dessus, il y a un amortissement, ce qui fait que à chaque oscillation, on prélève un peu dans la résistance pour faire de l'effet Joule, et donc ça décroît. Mais ce que je vais vous montrer, c'est l'oscillation, le passage de l'énergie de l'un à l'autre. Et donc, je vais me mettre dans le cas où R est négligeable, on ne prélève rien, et après, on pourra toujours la rajouter. Donc, désolé, c'était effectivement faux, là, ma dérivation, mais bon. Vous voyez que quand alpha
est petit devant oméga, hein, ce qui est le cas s'il y a peu d'amortissement, quand alpha est petit devant oméga, vous voyez que ce terme-là, qui est en A alpha, est toujours petit devant le terme A oméga. Hein, donc, certes, ça c'est vraiment en opposition de phase, c'est-à-dire il y a un petit terme en plus, mais qui est négligeable s'il n'y a pas trop d'amortissement. Donc je me mets directement dans le cas où il n'y a pas d'amortissement. Voilà. Et on va voir ce qui se passe. Donc si R est négligeable, alors on a effectivement Q de T qui vaut Q0. Alors en fait, ça va être sin oméga 0T, en fait. Hein, si j'implémente les conditions initiales, puisqu'à l'instant... Non, cos. Cos oméga 0T. Voilà. À l'instant t égale 0, on avait Q qui valait Q0. Donc voilà exactement la solution. D'où I de t égale moins Q0 oméga 0 sin oméga t, oméga 0T. Et donc vous voyez que l'énergie dans le condensateur, je vais le noter comme ça, EC, eh bien c'est 1/2 de Q2 sur grand C, n'est-ce pas? Et donc ça fait 1/2 de Q0 carré sur C cos carré oméga 0T. Et l'énergie dans la bobine, c'est 1/2 de LI carré, c'est-à-dire 1/2 de L oméga 0 carré Q0 carré sin carré oméga 0T. Ouais. Mais oméga 0 carré, c'est 1 sur LC. Donc ça, finalement, je vais effacer là aussi. Parce qu'en fait, si alpha égale 0, oméga, c'est oméga 0. Puisqu'oméga, c'est racine d'oméga 0 carré moins alpha 2. Donc, s'il n'y a pas d'amortissement, s'il n'y a pas de résistance, s'il n'y a pas de perte d'énergie, s'il n'y a pas de friction, si vous voulez, s'il n'y a pas de frottement, dans l'analogie mécanique, la pulsation d'oscillation du système, c'est oméga 0, 1 sur racine de LC. Ça, il faut savoir. OK, et donc ça fait en fait 1/2 de Q0 carré sur C, sin carré oméga 0T. C'est pas beau, ça? L'énergie dans le condensateur, c'est 1/2 de Q0 carré sur C fois cos carré. Et l'énergie dans la bobine, c'est la même chose, mais fois sin carré. Et quelle était l'énergie au départ? On est parti avec pas de courant, juste une charge Q0. L'énergie au départ, c'était 1/2 de Q0 sur C. Q0 carré sur C. 1/2 de Q2 sur C, c'est l'énergie du condensateur quand il y a une charge Q. On voit bien, à t égale 0, ça fait 1 et ça fait 0. Il y a juste ça. Mais quand le temps passe, avance, évolue, vous avez l'énergie dans le condensateur qui décroît et l'énergie dans la bobine qui croît. Mais la somme des deux, cos carré plus sin carré égale 1, est toujours égale à ce qu'il y avait au début. On a une conservation de l'énergie, bien sûr. Donc on peut représenter l'énergie au cours du temps. L'énergie. Alors vous avez l'énergie totale qui est une constante et qui vaut 1/2 de Q0 carré sur C. Ça, c'est la condition initiale, c'est ce qu'on a mis. Et vous avez l'énergie du condensateur qui est un cos carré. Il n'est pas très beau mon cos carré là. Vous savez qu'un cos carré, c'est un cos, hein, en forme. Hein, puisque c'est
cos carré de θ, c'est 1 plus cos de θ sur 2. Enfin, c'est 1,5 plus cos θ sur... Enfin, bref. Bon, bref, cos carré. Et puis, donc ça, c'est l'énergie dans le condensateur. Et ça, c'est l'énergie dans la bobine. Et ils se croisent à la moitié, bien sûr. Hein. Enfin, si le dessin est bien fait, ils se croisent à la moitié, ce qui n'est pas le cas là. Mais... Voilà, à peu près. OK? Donc l'énergie qui était initialement dans le condensateur parce qu'il est chargé, quand le condensateur se décharge, il perd de l'énergie, mais en se déchargeant, évidemment, pour se décharger, il faut qu'il y ait un courant, et le courant, du coup, c'est de l'énergie dans la bobine, puisque quand il y a un courant, il y a de l'énergie dans la bobine. Du coup, l'énergie du condensateur passe dans la bobine, et puis ça oscille, parce que, bah voilà, enfin ça c'est l'équation du mouvement qui fait que... parce que quand la charge est nulle, c'est là qu'il y a le courant maximum dans la bobine, donc ça continue à se décharger encore plus que la charge nulle, donc maintenant la charge elle devient négative. Parce que vous ne pouvez pas arrêter d'un seul coup le courant une fois que la charge est nulle dans le condensateur. On ne peut pas faire des discontinuités dans le courant. Donc voilà pourquoi ça oscille, ça passe de l'un à l'autre. Donc ça c'est le circuit LC sans résistance, et s'il y a une résistance, si elle n'est pas trop grande, bah, ça fait ça avec une petite correction qui est celle qu'on avait écrite ici. Hein. Voilà. Mais... Donc tout dépend du rapport entre la résistance et l'inductance de la bobine. C'est ça qui définit l'échelle de temps d'amortissement. Oui. Je voulais juste reprendre les hypothèses pour comment, si R est négligeable, on arrive à cette expression de fusion en fait. Bah, si R est négligeable, c'est alpha égale 0, ça. Ah bah oui, du coup, c'est un oscillateur harmonique. Du coup, c'est l'oscillateur harmonique. Oui, du coup, l'équation devient ça. Et donc, Q égale... D'accord. OK? Ouais. C'est-à-dire que le condensateur se décharge, se recharge, et la bobine... Il y a du courant, il n'y en a plus, il y en a plus. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Le courant, il fait ça aussi. Donc ça retire les charges du condensateur, ça les ramène, enfin, ça les retire jusqu'à en mettre des négatifs, puis ça les ramène jusqu'à en mettre des positifs, puis ça les... Voilà, ça fait ça. Et ça aussi. Enfin, tout est là, voilà. La charge fait ça, le courant fait ça, donc en opposition de phase. Et donc si on regarde énergétiquement, on voit que ça conserve l'énergie. Quand il y a une résistance, ça ne conserve pas l'énergie, mais l'énergie qui est perdue, on sait ce que c'est le RI carré. On peut faire le bilan d'énergie, on va trouver qu'évidemment l'énergie qui est perdue par le circuit RLC se retrouve dissipée par effet Joule RI carré. OK ? Quelle heure est-il ? Il nous reste un bon quart d'heure. Et on ne parle pas du facteur de qualité, tout ça. Alors si, on peut parler du facteur de qualité. Mais on le voit mieux quand on étudie les résonances, on va peut-être... Ben non, parce que là, il n'y a pas de générateur. La résonance, c'est quand vous excitez ce circuit maintenant avec une fréquence sinusoïdale, ben peut-être on peut faire ça alors. On va maintenant... Oh oui, juste pour voir ça, puisqu'il reste un quart d'heure, on va maintenant... Ça sera un premier pas vers les régimes sinusoïdaux. Là, on n'a pas de générateur. On a mis un RLC, on a juste mis des charges sur le condensateur, on a regardé ce qui se passe. Maintenant... on va brancher ce circuit RLC à un générateur de tension sinusoïdale. OK, alors... circuit RLC en régime forcé.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle régime forcé? Donc, je vais faire le dessin. Régime forcé sinusoïdal. RLC, et là vous mettez une tension E de t égale, on va dire, E0 cos oméga t. Ok, alors, I comme ça, cette fois c'est moi qui choisis. Q comme ça, et je choisis de façon simple. Q comme ça. Et A, B. Ce U A B, c'est celui qui valait 0 tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on faisait reboucler directement sans passer par un générateur. Donc en fait, ça nous donne directement ça. Enfin, je vais l'écrire quand même un tout petit peu. Je vais dire que UAB d'un côté, c'est RI plus LDI sur DT plus Q sur C, en mettant le Q de ce côté-là. C'est-à-dire tel que I, c'est bien dQ sur DT. Quand I est positif, Q augmente. Quand I est positif, on rajoute des charges. Donc, I égale dQ sur dt. Et de l'autre côté, là, le même UAB, si on regarde à gauche, on voit que ce UAB, c'est justement notre E de t. C'est-à-dire, je vais l'appeler peut-être U0 cos oméga t. Donc, si je dérive, si j'exprime tout en fonction de Q, je vais avoir ici du Q point, du Q de point, le même, en multipliant, en divisant par L, je vais avoir exactement l'équation qui est là. Donc je vais avoir Q de point plus R sur L Q point plus 1 sur LC Q. La seule différence, c'est qu'au lieu que ce soit égal à 0, ça va être égal à UAB. J'ai dit qu'on avait divisé par L, c'est ça, par rapport à ça. Donc, UAB sur L. OK? C'est ça. C'est ça. OK, donc voilà la... Oui? Quand on écrit la loi des mailles, j'ai l'impression que si on change de place la résistance, ça ne va pas changer grand-chose. Ah, c'est sûr. Mais si jamais on la met derrière le condensateur, ça veut dire que l'établissement du courant au niveau de la résistance, elle ne sera pas immédiate et du coup j'ai l'impression que ça va changer quelque chose. Non. Alors ça, c'est une fausse idée classique. La résistance, où qu'elle soit, c'est pareil. Alors il y a un truc classique en didactique qui est vachement amusant. Vous mettez une résistance, puis une lampe, ça c'est une lampe, une ampoule. Et puis vous faites le même schéma. Vous mettez l'ampoule d'abord, puis la résistance après. Non mais là je suis ok que ça va rien changer, c'est juste que le condensateur il a quand même pas tout à fait le même comportement qu'une lampe, il y a quelque chose de temporel en fait, il y a un régime transitoire, c'est ça que je veux dire. Oui, mais qu'est-ce que ça change que la résistance soit là ou là? Ça veut dire que pendant le régime transitoire, dans ce cas-là, la résistance elle va dissiper de l'énergie par effet Joule, alors que si on la met derrière le condensateur, non? Non. Je sais pas. Bah, la résistance va dissiper de l'énergie par effet Joule où qu'elle soit. Et on sait exactement combien, ça va être RI carré. Donc la question c'est, est-ce que le courant qui traverse la résistance avant le condensateur ou après, c'est le même? Non mais je pense que c'est une bêtise. La réponse est oui.
le courant est le même partout. Je sais pas si la présence du condensateur qui me perturbe. Non, parce que les charges arrivent là et elles partent là comme s'il n'y avait rien. Ouais. En fait, le fait qu'il y ait de l'énergie qui s'accumule, on a l'impression que... Enfin, je sais pas. Bon, Le point clé, c'est que il y a le même courant qui passe là et là. Avant ou après le condensateur, c'est le même courant. D'accord? Ok. Bon, donc, ok, je pense que c'est quand même le même souci. Enfin bon, bref. Ok, donc voilà l'équation différentielle que je peux réécrire à nouveau sous forme un peu plus canonique comme ceci. Voilà, donc ça va faire en fait I0. Ben, je vais l'appeler Q0. Ce Q0, on est d'accord qu'en fait c'est U0 sur L. Alors, là, on a une équation différentielle du second ordre à coefficient constant, sauf qu'il y a un terme source ici. On appelle ça une source. Alors, question, quelle est la solution de cette équation différentielle? Alors, comme toujours pour une équation différentielle, avec second membre ici, la solution particulière avec second membre, particulière, c'est-à-dire celle qui correspond à nos conditions initiales. Enfin, je vais l'écrire. Non, pardon. On mettra les conditions initiales après. Donc, la solution générale avec second membre, c'est une solution particulière avec second membre plus une solution générale sans second membre. Alors, la solution générale sans second membre, on l'a déjà vue, c'est celle qu'on a vue. Ça, c'est un truc transitoire, c'est un régime transitoire. Oui, alors ça ne s'applique pas forcément très bien là, mon truc, mais... Oui, si, c'est ça, ça. Et donc maintenant, il nous faut trouver une solution avec second membre. Solution avec second membre, ben en fait, il faut le savoir, mais quand on a un peu l'habitude, on le ressent, et ça vous viendra. On fera d'autres commentaires plus tard, parce que là, on a très peu de temps. Oui, il ne reste plus que 2 minutes, donc je vais juste l'écrire. S'il vous plaît. Il reste 2 minutes. Donc, la solution générale sans second membre, on l'a déjà vue. C'est celle qui est amortie, soit vide, soit pas vide, ça dépend des conditions, mais c'est ce qu'on appelle le régime transitoire, ça va finir par disparaître, ou devenir négligeable par rapport au reste. Et donc, on cherche une solution avec le second membre, et en fait, lorsque vous avez un forçage sinusoïdal, avec un cosinus ou un sinus, peu importe la phase ici, eh bien, Q et toutes les autres grandeurs du circuit vont osciller à la même pulsation. Ça veut dire que vous allez pouvoir trouver des solutions de cette équation sous la forme Q égale Q0 cos oméga t plus phi. Alors, je ne vais pas l'appeler Q0, je vais l'appeler, enfin, si, oui, allez. Bah, grand A, allez, grand A cos oméga t plus phi. Je prétends que ça, c'est une solution. Alors, on va le montrer, et une fois qu'on l'a montré, on s'aperçoit que, bah oui, c'est évident que c'est une solution comme ça, parce que si vous dérivez... Alors, en fait, on va même se mettre en complexe. Ça vous va de vous mettre en complexe, ou il faudra peut-être en faire une introduction plus grande pour être en complexe prochaine fois? Si? Complexe, c'est bon? Non?
écoutez, je l'écris comme ça. Donc ça fait moins A oméga sin oméga t plus phi. Et Q de point, ça fait donc moins A oméga 2 cos oméga t plus phi. Oui, c'est ça. J'ai juste dérivé 2 fois. Et donc, il suffit de reporter là-dedans. Et on trouve A cos oméga t plus phi pardon, non, moins A oméga 2 cos oméga t plus phi, ça c'est le Q de point, plus 2 alpha fois ça, donc moins 2 alpha A oméga sin oméga t plus phi, plus oméga 0 carré A cos oméga t plus phi. Tout ça, ça doit être égal à Q0 cos oméga t. Voilà. Ouais, en fait, je vais montrer qu'il y a une solution comme ça. Et si on en a une, après, il n'y a plus qu'à implémenter les conditions initiales et c'est gagné. Donc oui, c'est la solution particulière avec second membre. La générale sans second membre, c'est celle qui va disparaître, c'est ce qu'on appelle le régime transitoire. Ça, une fois qu'on l'a, enfin ça c'est jusqu'à t égale l'infini. Mais il y aura plus la condition générale qui s'amortit, donc à la fin du régime transitoire, il n'y a plus que ça. Donc ça, c'est vraiment la réponse du circuit au forçage qui est assuré par ce générateur. Donc en fait, le générateur impose une tension qui oscille à une certaine pulsation. Et ce qu'on voit, c'est que le circuit répond à cette pulsation. En fait, il n'a pas le choix. On le force, c'est pour ça qu'on appelle ça un forçage, on le force à la pulsation oméga. Et vous voyez qu'une réponse à la pulsation oméga, c'est effectivement ça que donne le système, parce que ça, c'est la solution après le régime transitoire. C'est une solution oscillante à la même pulsation. Alors, à condition qu'on puisse résoudre ça. Mais on peut résoudre ça, puisque il faut juste que ça soit égal à ça. Donc, quand vous développez ça, ça va faire du cos oméga t cos phi moins sin oméga t sin phi. Ça va faire du sin oméga t cos phi plus sin plus cos oméga t sin phi, et puis voilà, donc il va y avoir des sin phi du cos phi, et il faudra juste écrire que tout ce qui est, il va y avoir du cos oméga t et du sin oméga t, il faudra juste dire que tout ce qui est devant le cos oméga t, ça doit valoir Q0, et tout ce qui est devant le sin oméga t, ça doit valoir 0. Deux équations, deux inconnues, puisqu'il y a A et phi, ça marche à tous les coups, et donc oui, c'est une solution. Maintenant, pour la trouver, il suffit de faire ce que je viens de dire. Alors, soit vous voulez qu'on le fasse voilà. D'autant qu'il est plus facile de le faire en passant en complexe, en fait. Donc, voilà. Mais vous comprenez qu'on peut le faire. Enfin, il n'y a aucune difficulté. On n'est pas obligé de passer en complexe. C'est juste un truc facile. Donc, on le fera. Mais il n'y a aucune difficulté. Donc, ça, c'est bien une solution. Si vous forcez un circuit dont la pulsation propre ne serait pas du tout ce oméga-là, enfin, pourrait l'être. Sa pulsation propre de ça, on l'a vu, c'est le oméga qui vaut racine de oméga 0 carré moins alpha 2, quand ça oscille, ou s'il n'y a pas de résistance, c'est juste oméga 0 carré, c'est-à-dire oméga 0, 1 sur racine de LC. Donc, en tout cas, lui, il a sa pulsation propre. Mais si vous le forcez avec une autre pulsation, il n'y a pas le choix, il est obligé de répondre à la pulsation de forçage. Simplement, il va répondre avec une amplitude, un A ici, et une phase qui dépendent qui sont les solutions là de le terme devant le cos vaut Q0 et le terme devant le sin vaut 0. Donc le A et le phi vont dépendre des paramètres du problème et vont dépendre de oméga. Donc on va avoir une certaine amplitude pour chaque oméga et on va avoir une certaine amplitude et une certaine phase. Et ce qu'on voit, c'est que si on regarde l'amplitude de la réponse en fonction de oméga, on voit une résonance. Et la résonance, elle se trouve autour de la pulsation propre. Si vous forcez le système à sa pulsation propre, s'il n'y avait pas du tout de résistance d'ailleurs, ça divergerait jusqu'à l'infini. Quand il y a une petite résistance,
ça va moins haut, si on peut dire. Et la largeur ici, le rapport entre le pic de résonance et la largeur, c'est ça qu'on appelle le facteur de qualité. Donc, mais du coup, on verra ça la prochaine fois. OK? Donc, est-ce qu'on se voit demain? Non. OK. Alors, ah ben oui, mais on ne se voit pas non plus lundi ni mercredi, donc on se voit... Mais parce que je ne suis pas là. Ah oui. Ah, j'ai vu, du coup, la prochaine fois, C'est pour ça qu'on pourrait se voir demain. Non? Bon. OK. Non, mais si une majorité veut faire le cours demain, on fait le cours demain. Sinon, c'est pas la peine. Donc, non? Non. Bon. OK. Donc, on ne dit pas demain et on verra, on rattrapera éventuellement d'autres moments. Ça marche. Ça marche. Donc, on se voit jeudi. Oui, on peut faire ça en complexe. On démarre par ça en complexe la prochaine fois. Hein? Vous savez quoi? Je serais même capable de le faire pour vous. Ouais. Peut-être j'essaie de faire. Parce qu'on Ça fait. on isole les cosinus entre eux et le sinus on dit qu'il est égal à 0. Voilà. Oui. Ça fait sin oméga t cos phi plus cos oméga t sin phi. Et ça, c'est comme lui. Donc là-dedans, il y a des termes fois cos oméga t plus des termes fois sin oméga t. Et vous dites que ça, c'est égal à Q0. Et ça, que c'est égal à 0. Voilà. Vous avez deux équations, deux inconnues. Les deux inconnues étant A et phi. Il y a une solution, et c'est la solution. OK? Bon, allez. Ah, oh, pardon. On s'arrête alors.